Sanofi s'est donné pour mission de protéger la santé et d'améliorer la qualité de vie, de répondre aux besoins de 7 milliards de personnes sur la Terre. Alors, nous avons bien évidemment une longue tradition d'innovation, de par le secteur industriel dans lequel on opère, puisque le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, évidemment, la science et l'innovation jouent un rôle absolument capital. Mais il est bien évident, et vous le savez, que l'innovation et la créativité trouvent une place bien au-delà du domaine stricto sensu de la science, mais de façon plus large. Je crois qu'on se doit, surtout dans les groupes comme ceux qui sont représentés de grande taille, comme ceux qui sont représentés dans cette salle, on se doit d'être un peu un incubateur de l'innovation et de pousser l'innovation là où on peut le faire, que ce soit dans le domaine scientifique ou ailleurs. Depuis plus que 40 ans, nous opérons dans le domaine de la créativité, nous poussons des concepts qui ont pour objectif de sortir finalement, entre guillemets, des traitements pour nos patients. Et au fond, il y a un problème que toute l'industrie pharma essaye de résoudre depuis un certain nombre d'années. C'est le problème de l'investissement d'un côté et de la productivité de l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, il y a un article de Forbes qui est sorti, donc la revue américaine en 2013, donc l'année passée, qui met en relation tout l'argent qui est injecté dans le circuit pharmaceutique en termes de recherche et d'innovation et les produits qui sortent. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des sommes absolument gigantesques qui sont investies par les grands groupes avec des résultats parfois qui sont relativement pauvres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre domaine, vous avez un taux d'échec à peu près de 90-95%. Donc c'est énorme. Donc lorsque vous injectez de l'argent, entre guillemets, à vocation de recherche dans le circuit de la recherche et du développement, 9 fois sur 10, en gros, c'est à fond perdu. Et c'est normal, c'est pas quelque chose qui est propre à Sanofi, c'est quelque chose qui fait partie, si vous voulez, de la configuration industrielle des sociétés de la santé. Alors bien évidemment, les dirigeants de ces groupes se sont posés un certain nombre de questions, puisque d'un point de vue strictement économique, c'est une approche qui n'est pas soutenable. Et donc depuis pas mal d'années déjà, nous avons Sanofi, mais aussi les autres groupes pharmaceutiques au monde, ouvert des collaborations externes avec des universités, avec des hôpitaux, avec des petites sociétés de biotech qui ont pour vocation d'être plus agiles, d'être certainement plus innovantes, j'y reviendrai par la suite, et le fait d'allier leur savoir-faire avec la grosse machine de la grosse société, ce qui permet de faire monter au niveau des échelles de volume des expériences qui sinon ne pourraient pas avoir lieu, et bien ce mariage, entre guillemets, est le mariage gagnant. Et c'est là-dessus qu'on a parié, en essayant aussi culturellement, j'y reviendrai à la fin de mon exposé, d'ouvrir nos horizons dans les interactions qu'on a avec le monde externe. Le fait de pouvoir travailler avec des sociétés externes, que ces sociétés soient des hôpitaux universitaires, des petites sociétés de biotechnologie ou autres entités de ce type, nous permet aussi d'expérimenter et d'essayer des projets qui, peut-être à l'intérieur de notre propre structure, n'auraient pas pu avoir lieu parce qu'on se focalise uniquement sur ce qu'on appelle les mainstream, c'est-à-dire par exemple la vente d'un produit qui est notre compétence core, sans forcément se soucier de la seringue, de l'application, enfin de tout ce qui gravite autour du produit, qui au fond est d'un intérêt très marqué pour le patient. L'approche aussi par rapport à la médecine et par rapport au traitement, elle a beaucoup évolué, notamment par le biais de l'accès à l'information qui existe notamment sur Internet. L'approche par rapport à la relation avec le médecin, par rapport à notre propre santé, par rapport à l'utilisation des thérapies et des médicaments a changé. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de médecine personnalisée. Et je crois que pour avoir une approche personnalisée, il faut qu'on puisse se mettre dans les chaussures et dans la peau de notre patient. Et on ne peut pas le faire nécessairement uniquement si on porte un regard et un seul qui est celui de la grosse structure.
tout le monde essaye de chercher ou de créer cette fameuse usine à idées qui pourrait être la plateforme, effectivement, d'une innovation plus accrue. En réalité, ce concept, qui est de tout respect, se heurte avec un certain nombre d'axes ou de dimensions qui sont propres aux grosses structures, parce que, au fond, la grande entreprise agit souvent comme inhibiteur d'innovation. Hein. Pourquoi? Parce que nous avons des structures hiérarchiques, verticales, plutôt de contrôle que de délégation. Nous avons une approche qui oppose le court terme au moyen long terme, c'est-à-dire la pression trimestrielle sur les résultats fait en sorte que souvent, si on doit faire un choix entre produire quelque chose à court terme ou investir en termes d'idées d'innovation sur le moyen long terme, peut-être ce choix il est guidé effectivement par une optique plus à court terme. Et il n'y a pas nécessairement, en tout cas dans l'industrie pharmaceutique, un lien direct entre l'investissement que vous mettez dans la recherche et le résultat qui en découle. Nous avons fait une étude il y a à peu près, il y a quelques mois. En fait, nous avons démarré ce projet culture chez Sanofi il y a une année. Et nous avons questionné un certain nombre de personnes chez Sanofi sur notre propre culture. C'est-à-dire, nous leur avons posé la question que pensez-vous de la culture de Sanofi? Comment est-ce que vous pouvez exprimer le meilleur de vous-même? Dans quel contexte vous pourriez le faire? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous inhibe? Qu'est-ce qui vous freine? Etc. Alors, j'aimerais partager avec vous les résultats de cette enquête parce qu'à mon sens, il se marie très bien avec le concept d'innovation et vous allez comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, le premier thème qui est ressorti est celui de donner du sens à ce que l'on fait. Ce sens de la mission est très présent chez les entrepreneurs. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent se battre contre vents et marées pour faire aboutir leur projet. Et s'ils n'ont pas un véritable sens de la mission, s'ils ne sont pas absolument convaincus que leur idée va quelque part, voire même dans des cas prestigieux comme celui de Apple, changer le monde, eh bien, s'ils ne sont pas convaincus de ça, je pense qu'ils vont vite arrêter leur aventure. Ce sens de la mission, cet enthousiasme est quelque chose qu'il faut absolument, à mon sens, intégrer dans le circuit de l'entreprise parce qu'il est porteur d'idées nouvelles, il est porteur de motivation et d'enthousiasme dans nos équipes. Créer un contexte qui permette le débat d'idées, la discussion et le partage. Alors la question qui est posée sur la table des grandes sociétés, est-ce qu'on a ce contexte ou est-ce qu'on ne l'a pas? Est-ce qu'effectivement, on a des collaboratrices et des collaborateurs qui peuvent exprimer leurs idées, même lorsqu'ils sont ou elles sont en désaccord avec la hiérarchie? Quelle est la liberté de parole, la liberté d'expression, finalement donner un espace à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, même si ce que l'on dit n'est pas conforme ou stéréotype ou choses qui sont attendues dans la société. Favoriser l'engagement. Alors, le fait de gagner, donc avoir un esprit compétitif, donc je crois que là aussi, lorsqu'on voit dans les entrepreneurs ou ceux qui innovent, c'est le désir finalement d'avoir effectivement un sens de la mission, mais aussi de gagner. Alors, il y a des enjeux financiers, mais pas seulement. Et je crois que la question est de savoir combien de personnes à l'intérieur des grandes structures ont effectivement encore cette fin de compétitivité, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à ceux qui sont confortablement installés dans leur siège et pour lesquels la prise de risque est finalement un facteur qu'ils appréhendent avec beaucoup de timidité. Valoriser le feedback et la reconnaissance. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est ressorti haut et fort. Et je crois que si j'essaye de transposer ça dans un contexte de l'innovation, j'ai envie de dire que, et c'est là où on voit la différence, par exemple, entre les États-Unis et la plupart des pays européens, les États-Unis ont un contexte qui peut même, qui à la limite favorise l'échec.
voyez, c'est-à-dire s'il ne le favorise pas, il l'accepte. Quelqu'un qui essaye d'innover aux États-Unis et n'y arrive pas, ce n'est pas un raté. Hein, je dis, c'est pas un raté, il va pouvoir recommencer une nouvelle aventure. Quelqu'un qui échoue en Europe, il n'a pas beaucoup de voies de sortie. Donc, effectivement, ça inhibe la prise de risque. Et donc, dans un contexte culturel interne à la société, le fait pas de promouvoir, mais d'accepter l'échec est quelque chose absolument capital. Si l'échec n'est pas permis, la créativité ne peut pas s'exprimer et l'innovation ne verra jamais le jour. Collaborer, développer la transversalité et le collectif, c'est le dernier thème qui était ressorti de notre enquête culturelle, qui part du principe que finalement l'innovation, la créativité n'est pas le fruit d'un seul individu, mais il est le fruit d'une collaboration transverse, interactivité, interfonctionnelle, interpays, intercontinent. Le fait de promouvoir et de casser les barrières internes pour promouvoir la transversalité est un axe culturel absolument important pour pouvoir capitaliser sur la connaissance et les nombreuses qui existent dans l'entreprise. Je terminerai en disant que nous sommes 110 000 collaborateurs chez Sanofi. On peut leur demander de ne pas tuer l'innovation. Alors je crois que c'est un message très important. On ne peut peut-être pas la promouvoir à tous les niveaux, mais on a la responsabilité de ne pas la tuer, entre guillemets. Et sur ça, je vous renvoie donc à ces axes culturels que j'évoquais tout à l'heure. Voilà.